Bonjour, bonsoir à tous, ici Piero San Giorgio. Ça fait déjà 20 minutes que je suis en train de discuter avec mon hôte, mon interlocuteur de ce soir, qui est un interlocuteur secret, anonyme, qui s'appelle l'Observateur. L'Observateur, bonsoir. Bonsoir Pierrot, merci pour l'invitation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'Observateur, on va se tutoyer, avant de te laisser te présenter, l'Observateur a une chaîne YouTube très intéressante, probablement l'une des seules dans le monde francophone qui parle sans retenue du MGTOW, des Men Going Their Own Way. Et aujourd'hui, c'est probablement le premier livre en français sur le thème du MGTOW. Livre qui s'appelle MGTOW, la Bible de l'Observateur, que j'ai pu lire pendant les vacances de Noël, donc il y a quelques jours. Et je suis ravi de parler de ton livre car il m'a beaucoup plu. Heureux de l'entendre. Bah oui. Alors, il m'a plu pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est le premier livre du sujet qui m'intéresse, que j'étudie aussi depuis des années. D'ailleurs, j'écoute ta chaîne depuis un peu plus d'une année, au moins une année, voire une année et demie, qui me fait souvent sourire. Alors, évidemment, je ne suis pas toujours d'accord sur tout, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça fait réfléchir et je pense que ça plaît à beaucoup de gens. J'encourage ceux qui nous écoutent de s'abonner à la chaîne de l'Observateur. Et puis, deuxième raison pour laquelle le livre m'a plu. Ce que je voulais dire, juste, désolé de t'interrompre. Alors, l'une des raisons pour laquelle j'ai accepté l'entretien, c'est que, comme tu disais, on peut ne pas être d'accord sur tous les sujets, mais tu es quelqu'un de très raisonnable, de très raisonné, et avec qui on peut discuter. Et pour moi, bon, ben, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, bien qu'on me... Il faut être complètement idiot pour être... Bon, non, pardon, ça a coupé. Ouais. Ouais. Oui, je disais, il n'y a que les idiots qui sont d'accord sur tout, et arriver à dialoguer sans nécessairement être d'accord sur tous les sujets, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer. Donc, la deuxième raison pour laquelle j'ai apprécié ton livre, c'est la manière. Donc, c'est ton premier livre, c'est la manière dont il est écrit. Alors, d'abord, je dirais, il montre que tu es quelqu'un d'intelligent. Ça se voit tout de suite en le lisant. Il est bien structuré. Là, il a surtout un flow, je ne sais pas comment on dit en français, un flux Un rythme. Un rythme, c'est vrai, qui alterne entre anecdotes de ta vie et de ton parcours privé et professionnel sur, on va dire, les 20 dernières années, mais aussi avec des réflexions, et c'est beaucoup de ça qu'on va parler ce soir, des réflexions de philosophie sur la vie, sur les relations hommes-femmes, et j'ai trouvé de manière très subtile une bonne analyse qui est là, alors 100% en synchrone avec ce que je pense également sur la ville, l'urbain et l'état social, l'état nounou par rapport à la liberté et à la liberté d'entreprendre. C'est un vaste sujet, mais voilà, j'en ai terminé de beaucoup parler. Je vais te poser quelques questions. Tout d'abord, le titre, MGTOW. Qu'est-ce que ça veut dire MGTOW pour ceux qui ne le connaissent, qui ne le sauraient pas? Alors, MGTOW, c'est un acronyme qui, en anglais, veut dire Men Going Their Own Way. Littéralement, les hommes qui prennent leur propre chemin. Et c'est quelque chose qui est né aux États-Unis, et c'est un peu la suite logique, ou plutôt la réaction logique au féminisme. C'est un groupe d'hommes qui est arrivé à la conclusion et qui dit on arrive à la croisée des chemins, et peut-être que la solution, ce n'est plus de lutter contre le féminisme, ce n'est plus d'essayer de changer les choses parce qu'elles sont comme elles sont. Et la solution, ou du moins l'une des solutions pour les hommes, c'est de prendre leur propre chemin. Et prendre son propre chemin, ça veut dire... Alors, il y a plusieurs échelles. Hein. Tu peux devenir un moine MGTOW et t'isoler complètement et être, comment on dit en anglais, off-grid, ne plus avoir de téléphone, ne plus avoir d'électricité, ça c'est l'extrême. Mais tu peux aussi, comme je le fais de façon raisonnable, aller à tes affaires sans te soucier de ce qui se passe ailleurs, ou sans te soucier de ce qui est en train de se faire. Comment résumer ça? Oui, oui.
est-ce qu'on sent aussi que que c'est un phénomène qui démarre avec des hommes qui se rendent compte que nous sommes dans un monde qui donne de la valeur aux femmes et ne valorise plus les hommes? Bah, exactement. Avant les MGTOW, il y avait un truc qui s'appelait le MRA, qui est le Men Rights Activist. Et ça, c'était plutôt des hommes qui sont, on va dire que c'est un peu dans la pleurniche. C'est un mouvement qui demande des droits, qui fait le constat, qui dit c'est les hommes qu'on envoie à la guerre, les hommes meurent plus jeunes que les femmes, 96% ou 99% des accidents du travail sont des hommes parce que c'est eux qui font les trucs les plus laborieux, les monteurs d'échafaudage, le BTP, etc. Et donc ils disent au final, eh bien, la femme n'est pas si maltraitée que ça dans notre société. Tu vois, quand le Titanic coule, on sauve d'abord les femmes, ensuite les enfants et en dernier les hommes. Par contre, les MRA sont un peu dans une position de pleurniche en disant nous aussi on veut des droits et nous aussi on ne veut plus subir la féminisation de la société. Le MGTOW, c'est un niveau au-dessus, on ne veut pas de droits, on ne veut pas que ça change, on ne veut plus rien. Un homme, c'est celui qui voyage, c'est celui qui fait ses expériences, c'est celui qui monte sa boîte, c'est celui qui s'intéresse au sport, au code, aux crypto-monnaies, qui s'intéresse à plein de choses, mais qui a complètement quitté cette société parce que le constat des MGTOW, c'est que de toute façon, le jeu est truqué. Et que tu ne peux pas jouer à un jeu, tu ne peux pas entamer une partie lorsque le jeu est truqué. Et donc eux, ils ne réclament rien, ils sont plutôt dans le départ, de dire, ben, on vous laisse cette société, on vous laisse le monde tel qu'il est, et nous, on va seuls à nos affaires. Alors dans ce livre, je vois d'ailleurs que dans les références à la fin du livre, il y a de nombreux livres, certains d'auteurs que j'ai évidemment lus, comme Robert Greene, mais Neil Strauss est peut-être beaucoup plus intéressant, j'ai trouvé Rollo Tomasi et d'autres. On retrouve dans ces auteurs pas mal et dans la terminologie MGTOW, pas mal de références à cette scène de Matrix où on demande de choisir la pilule bleue et la pilule rouge. Alors en ce qui me concerne, la pilule rouge, je l'ai comprise il y a seulement 2 ans. Il n'y a que 2 ans, donc assez tard dans ma vie. Et donc c'est pour ça que je m'intéresse à ces sujets. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu en parles dans ton livre, Oui. C'est quoi la pilule bleue, la pilule rouge dans le contexte du MGTOW? Bah, c'est comme ça que je commence le livre et comme tu dis très bien, ça fait référence au film Matrix et en gros tu as 2 choix à un moment du film où Neo, le héros, a 2 choix. Tu peux prendre la pilule bleue et continuer à vivre dans la matrice qui est un peu un monde artificiel, un monde parallèle et où tout se passe bien, où les gens vont au travail, ils font leurs affaires, etc. Ou tu peux prendre la pilule rouge et là par contre tu vois la réalité, tu vois le chaos du monde, tu vois le chaos tel qu'il est. Et à un moment, dans le film, il y a même un des personnages qui choisit quand même de prendre la pilule bleue parce qu'il dit « Moi, je préfère quand même pouvoir manger un steak dans le monde réel que de manger de la bouillie dans un monde virtuel. » Ou plutôt, je préfère manger un steak dans un monde virtuel que de la bouillie dans un monde réel. Parce que dans le monde réel, tu sais, le chaos, tout est détruit à l'extérieur de la matrice et ils mangent tous une espèce de bouillie qui ressemble au porridge. C'est un truc un peu dégoûtant d'aspect. Et l'idée, c'est de dire, en prenant la pilule rouge, ça va être très dur. Tu vas te prendre en pleine face plein de choses que tu n'as pas voulu, auxquelles tu n'as pas voulu croire, mais par contre, ça sera la réalité. Et ce truc-là a été repris depuis. Et moi, comment je suis tombé dessus, parce que j'avais vu le film Matrix il y a très longtemps, mais ce qui m'a vraiment fait plonger dans le contenu Red Pill, pilule rouge, c'est un post Reddit. J'allais souvent sur Reddit et je regardais plein de sujets. C'est incroyable Reddit. Hein. C'est pas très connu en France. Hein. C'est vraiment un truc essentiellement, c'est une plateforme essentiellement en anglais, on va dire. Mais c'est une mine d'or. Et à un moment, il y a une discussion comme ça sur le forum, puis je suis le trail, et il y a un bonhomme qui dit regardez, il y a un torrent vers une bibliothèque Red Pill.
je clique dessus, j'arrive sur le torrent. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le torrent, c'est un truc illégal. Hein. C'est pour télécharger des choses illégalement. Mais moi, j'arrive sur le truc et ça me donne une liste. Et il y avait une vingtaine de livres classés Red Pill, Pigle rouge. Et dont le livre de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir. Je crois qu'en anglais, ça s'appelle Power uniquement. Et en français, c'est un autre titre. L'art de séduire, The Game, le livre de Neil Strauss. Et il y a plein d'autres livres comme ça. Il y a des livres sur la PNL, le langage, la programmation neurolinguistique qui explique comment on influence les gens. Il y a aussi Influence, un autre livre. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur. Mais il y avait comme ça plein de livres et ça touchait à tout. Hein. C'était pas uniquement les rapports hommes-femmes. Mais c'est un peu des livres qui te foutent des claques dans la gueule. C'est des livres que tu trouves pas en tête de rayon à la Fnac. Et pourtant, c'est des livres qui ont été très bien vendus, qui ont été beaucoup lus, qui n'ont pas toujours été traduits en français. Et je suis tombé dans ça et j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire en anglais. Et le fait de venir à Londres, ça a coïncidé avec ma maîtrise de l'anglais qui s'améliorait. Hein. Je pense que quand j'étais en France, j'aurais peut-être pu comprendre 30% d'un livre, mais je n'avais pas le niveau suffisant pour lire vraiment en anglais. Et le fait d'arriver à Londres, ça m'a permis aussi d'accéder à ça. Et mon anglais s'améliorant, j'ai pu lire et comprendre tout ça. Et ça a été un peu le déclencheur. Je pense que j'ai toujours été curieux, j'ai toujours été un peu MGTOW dans ma façon de fonctionner. Ça a quelque part mis des mots et une forme sur qui j'étais déjà et sur ce que je pensais déjà. Alors, dans le parcours que tu décris de ta carrière professionnelle, alors on ne va pas aller dans le détail, vous le découvrez dans le livre, on ne va pas spoiler le parcours très intéressant dans le monde de l'architecture. Eh bien, on voit que le fil directeur, le fil rouge, et c'est le même qui d'ailleurs a toujours mené ma vie jusqu'au moment où je me suis marié, où là ça a été un peu différent, c'est la liberté. Et on sent qu'il y a cette recherche d'indépendance, de liberté, qu'on te lâche la grappe, que tu puisses donner la mesure de ton talent ou te planter, ça dépend, mais au moins que tu sois responsable de ta vie, de ta carrière. On sent ce fil rouge. Oui. Alors ça c'est... Oui. Je te laisse continuer. Non, la question c'est donc, est-ce qu'il y a un parallèle dans cette recherche de liberté et d'indépendance dans la carrière professionnelle et dans la carrière privée, intime, relationnelle avec les femmes, pour toi? Complètement. Et on va dire que c'est une qualité et c'est un défaut. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours voulu partir, toujours voulu tenter, toujours voulu explorer. C'est un problème et c'est un défaut dans un sens parce que tu finis par ne jamais être satisfait par ce que tu as. Quel que soit le pays où tu es, quel que soit le poste où tu es, quelle que soit la femme avec qui tu es, tu as toujours envie de te barrer. Tu es dans une espèce de mindset où, quelle que soit la qualité de vie que tu as toujours l'impression que c'est pas suffisant et tu as toujours envie de partir, de tenter plus, etc. L'avantage, je vais dire le seul avantage, c'est que ça te rend extrêmement ambitieux et tu fais plutôt où tu fais ce que d'autres ne font pas. C'est-à-dire que j'ai toujours été en avance. À 30 ans, je gérais déjà des chantiers de plusieurs dizaines de milliers plusieurs dizaines de millions d'euros. Et c'est un truc en architecture, tu fais pas ça avant 40 piges. Et moi, je me suis fait violence. Et très très tôt, j'arrivais à des postes importants. Et l'avantage, c'est que tu réussis plus que les autres et tu réussis plus vite que les autres. L'inconvénient, c'est un peu pareil pour le dragueur, c'est que tu es dans une insatisfaction constante. Tu vois, le dragueur, il a beau être au bras de la plus belle, la seule chose à laquelle il pense, c'est la prochaine, quoi. Alors, j'avais envie de dire, oui, en fait, comme les hommes, comme tous les hommes, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que les femmes aussi sont aussi constamment insatisfaites, mais peut-être que toi, tu vas pouvoir commenter là-dessus. En quoi, à ton avis, c'est vrai que autant les hommes et les femmes sont tout le temps insatisfaits, et en quoi ce n'est pas sur les mêmes choses? En fait, les femmes sont insatisfaites en raison du mot que j'ai peut-être contribué à rendre célèbre, en raison de leur hypergamie.
c'est pas une insatisfaction permanente, mais une insatisfaction parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas avec leur meilleure option ou avec le meilleur gars possible. Si tu poses la question, par exemple, à Melinda Gates, tu lui dis, voilà, quel est ton homme idéal, est-ce que tu as envie de passer à autre chose, machin. La meuf, elle est au bras de l'homme le plus riche et le plus puissant du monde, ou du moins l'un des plus riches. Et je pense pas que Melinda Gates, elle ait cette frustration de vouloir passer à autre chose. Elle a déjà le gars que tout le monde voudrait. Et je pense que la majorité des femmes sont insatisfaites parce que la majorité des femmes du quotidien sont avec des hommes du quotidien. Et forcément, il y aura toujours mieux que toi. Il y aura toujours le collègue qui a la Porsche, le voisin qui a la maison la plus grande, ou le jardin le plus beau, ou le gazon le plus vert. Et quand tu es une femme et que tu es programmée à avoir ta meilleure option, parce que en gros ta meilleure option c'est celle qui va te procurer le plus de sécurité, de stabilité, de confort. Une femme au final ça se résume à ça, hein, c'est sécurité, stabilité, confort. Si elle a ce qu'il faut pour faire des gamins dans un milieu sûr et de pouvoir les élever dans de bonnes conditions, elle a à peu près ce qu'il lui faut. Et je dirais que c'est contrairement aux hommes où là c'est vraiment une volonté d'accumuler de la ressource. Et je dirais c'est on peut pas trop généraliser les hommes parce que cette volonté de constamment vouloir cumuler de la calorie, cumuler des ressources, explorer d'autres continents, d'autres horizons, c'est un truc d'homme blanc. C'est un truc d'homme blanc qui vient des territoires du manque où en hiver c'est dur de faire pousser des choses et donc t'es programmé pour le manque et pas pour l'abondance. Quand tu viens de territoires d'abondance, je sais pas s'il y a ce côté conquérant et ambitieux dans les tropiques. Moins, mais alors je pourrais presque apporter la contradiction sur une chose, sur un point, mais dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi. Ce qui est en fait, c'est que pour avoir été, on va dire, comment je vais mettre ma phrase, je vais la faire différemment. J'ai connu beaucoup de femmes mariées avec des hommes très riches qui finalement s'ennuyaient et étaient très contentes d'avoir un petit quelque chose en plus avec, on va dire, celui qui nettoyait la piscine. Métier que j'ai fait pendant l'été de nombreuses années quand j'étais jeune et beau et maigre. Cela dit, elles vont jamais partir et épouser le nettoyeur de la piscine. Elles vont rester avec l'homme riche. Pour ceux qui t'écoutent et qui veulent avoir un peu d'action en été, aller nettoyer des piscines. Vous aurez, ils auront peut-être quelques bonnes surprises. Oui, mais à moins de 20, il faut avoir moins de 30 ans, à moins de 25 ans. Ah oui. Ça c'est comme dans, c'était quoi la série américaine, Desperate Housewives? Je ne l'avais pas vu, mais je crois que c'est un peu ce genre de choses, oui. Ah, c'est ça, dans toute la série, ça baise avec le jardinier, avec le voisin, c'est que ça, quoi. C'est que des femmes d'hommes riches. Mais pour être honnête, et tu le mentionnes dans ton livre, c'est à la fois le monde moderne qui rend cette abondance, finalement, d'accessibilité à la sexualité, qui permet ce genre d'attitude, parce qu'effectivement, dans le petit village au fin fond de l'Amazonie ou de la savane, ou dans la steppe d'où nous venons, il y a 30 000 ans, où nous étions 50 ou 150 mecs à moitié affamés toute l'année, c'est sûr que les opportunités de discrètement tirer un coup avec le nettoyeur de la piscine, elles sont pas là tous les jours. Il fallait se défendre contre les animaux, il fallait se défendre contre la tribu voisine qui voulait venir te voler tes femmes et te tuer. Et donc, évidemment, c'est un petit peu compliqué. Cela dit, c'est aussi ce qui a contribué à la stabilité des couples pendant aussi longtemps. Ceux qui se demandent pourquoi leur arrière-arrière-grand-mère ou leur grand-mère n'était pas une catin comme les filles d'aujourd'hui. Alors, je ne généralise pas, hein, mais voilà, j'allais y venir. Aussi libertines que beaucoup de femmes d'aujourd'hui. Eh ben, c'est juste que quand tu es dans le village et que tu as le pharmacien du coin, le boucher, le boulanger qui te voit rentrer et sortir, et si on apprend que tu as trompé ton mari, tu passes en 5 quarts d'heure. Ah ouais. Tu peux même être lapidé, renvoyé ou éjecté du village, et aucune femme ne veut prendre ce risque. Et du coup, c'est pas que les femmes d'avant étaient plus pieuses ou moins hypergames ou plus sages, c'est juste que ce qu'elles avaient à perdre, la pression sociale était telle que tu sais que si tu dérapes, c'est fini. Alors effectivement, cette modernité,
à comparer avec le monde d'avant où les mariages étaient arrangés pour que ça s'organise. Dans certaines cultures, dans les cultures où c'était moins arrangé, tu le mentionnes dans ton livre, il n'y a pas beaucoup de choix. Les femmes trouvaient forcément le meilleur choix possible parce qu'ils devaient choisir entre 3 ou 4 candidats, donc il n'y avait pas énormément de choix. Et puis il y avait la pression sociale. Et puis effectivement, si tu t'es jeté du village, tu finissais dans le meilleur des cas prostitué dans une ville, ce qui était le cas de 40% de la population féminine des grandes villes européennes avant le 19e siècle. Et même du monde. On sait que, par exemple, Alger, Londres, Dublin, Naples, oui, la moitié de la population, c'était des prostituées. Enfin, la moitié des femmes étaient prostituées. C'était des quantités gigantesques de femmes pauvres qui n'avaient que ça pour subvenir à leurs besoins. Et puis, parce qu'aujourd'hui, ce qui change la donne, c'est que l'État te donne de l'argent du simple fait que tu respires. Et si tu as des enfants sans père, peu importe, l'État va te donner de l'argent pour vivre. Donc il n'y a plus de contraintes. L'État-providence a détruit la famille. Aujourd'hui, ça va même plus loin. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'avais regardé un documentaire récemment qui expliquait que la CAF payait les pensions alimentaires s'il y avait défaut du père. C'est-à-dire que la femme peut partir, elle se barre avec des enfants. Si le père ne paye pas la pension alimentaire en disant c'est toi qui t'es barré, machin, puis j'en peux plus, puis j'ai pas les moyens, etc., la CAF, avec l'impôt du contribuable, va payer la pension alimentaire. Donc pourquoi une femme va rester avec son mari avec autant d'avantages? Il n'y a pratiquement aucun inconvénient aujourd'hui à quitter son homme. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire peut-être pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est qu'en fait, tu n'es pas du tout... Je m'attendais à beaucoup plus de misogynie. Je pense que comme moi, tu es quelqu'un qui aime provoquer, donc dans les vidéos, parfois tu dis des choses assez fortes. Mais dans le livre, je sens qu'il y a beaucoup plus de mesures, et les livres reflètent souvent beaucoup plus l'âme et la pensée profonde d'un auteur que les vidéos YouTube où on peut se lâcher un peu plus, peut-être, mais c'est aussi par provocation. On sent que tu n'es pas quelqu'un qui déteste les femmes, ou qui est misogyne, ni misanthrope. Simplement, tu as compris, et dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi, tu as compris la nature des femmes et aussi la nature des hommes, et tu l'acceptes pour ce qu'elle est, sans dire que c'est bien ou pas bien. C'est juste comme ça. Exactement. Tu changes pas quelque chose qui a évolué sur 2 millions d'années pour être aujourd'hui ce qu'il est. On est à peu près une version finie, parfaite, adaptée à vivre sur Terre. Et l'idée de dire on va changer ça, tous les projets de conditionnement social ou d'ingénierie sociale ont échoué. Dès qu'on s'est dit ou dès qu'on a décidé de changer l'homme, ça a échoué. Tu prends l'exemple des grands ensembles en France. À un moment, il y a un bonhomme qui s'appelait Le Corbusier, qui est une superstar en France, mais qui, pour moi, est une crapule absolue et un incompétent fini. Alors, je peux le dire. Il vient d'ici. Il est mort depuis longtemps. Enfin, il a beaucoup travaillé chez moi à Genève. Voilà. Oui, et il était horloger à la base. M'étonne pas. Et il avait dit, alors, on va mettre des gens dans des tours, ils seront en hauteur, ils auront du soleil, de la lumière, ils pourront respirer, ça sera génial parce que les petites villes, les petites rues, les petits machins, c'est sombre, et il faut révolutionner tout ça et on créera comme ça l'homme de demain. Sauf que l'homme, c'est pas une plante, ça fait pas de la photosynthèse, ça n'a pas besoin de soleil et d'eau et de lumière, on a besoin d'autre chose. Si les rues, les places ont les formes qu'elles ont aujourd'hui, il y a un livre génial d'ailleurs de Camille Ossite, j'arrive plus à me rappeler du titre, je ne sais plus si c'est L'art de bâtir les villes, qui explique justement pourquoi les places ont les formes qu'elles ont aujourd'hui, pourquoi les petites rues arrivent à l'angle d'une place, ce qui te permet de ne pas voir l'intégralité de la place tout de suite, mais de la découvrir au fur et à mesure que tu avances dans la séquence. Il y a des choses dans la ville, quelque chose d'organique qui fait qu'on s'y sent bien. Et tous les architectes modernes qui ont voulu faire table rase de tout ça et de dire les grands ensembles c'est génial, ben aujourd'hui ça a donné le 93 au bord de la guerre civile. Une catastrophe, oui. Et c'est pour ça que je crois pas en l'ingénierie sociale. Je pense que les choses qui ont évolué sur le long terme, et elles ont une raison, elles font sens aujourd'hui. Quelque chose qui a évolué sur 2 millions d'années, c'est pas rien 2 millions d'années. Pour être les hommes et les femmes qu'on est aujourd'hui, il y a
il y a quelque chose de profond, d'inné dans notre code génétique, au-delà de l'éducation, qui fait que tu ne le balayes pas du revers d'une main. Tu ne peux que le comprendre et essayer de composer avec. Ouais. On sent qu'il y a dans ce que tu dis une culture de psychologie évolutive. Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire sur les villes est tout à fait intéressant. Et si un jour tu viens à Genève, il faut que je te présente, enfin je ne sais pas si je dois, hein, mais il faut que je te présente mon épouse qui est urbaniste et donc qui connaît bien le sujet, donc un petit peu moi aussi par osmose. Alors, alors, je vais aller tout de suite sur le seul sujet sur lequel je suis en gros désaccord, mais c'est pas tout à fait en désaccord. C'est-à-dire que, alors tout d'abord, je rappelle qu'on parle du livre MGTOW, la Bible de l'observateur, que je vous conseille. Je mettrai le lien en dessous sur Amazon, vous le trouvez facilement. Je ne sais même plus quel est le prix, il n'est pas écrit sur la couverture, mais peu importe. Il est à 21 euros. Il les vaut largement, c'est un livre en plus facile à lire. De nos jours, les jeunes n'arrivent plus à lire des livres compliqués. Il est bien, il est juste la bonne complexité, donc il est très très bien. Eh bien, le seul sujet qui m'embête, mais c'est plutôt de ce que tu ne parles pas, et pour des raisons évidentes pour ceux qui liront le livre, c'est qu'en fait tu es encore assez jeune, tu n'es pas arrivé au point où tu veux fonder une famille. Alors la question c'est, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir plus tard, en sachant que bien entendu, en tant qu'homme, tu n'es pas pressé comme une femme de faire un gamin avant 40 ans. Ou plusieurs gamins. Ouais, pas d'horloge biologique. Ou du moins beaucoup plus lente. L'homme vieillit comme le vin, le bon vin, et la femme vieillit comme le lait. On le sait, je ne sais pas si c'est un... En tout cas, c'est un dicton que j'aime bien. Et... Ça, je l'ai sorti il y a très très longtemps. Ah oui, bah c'est assez vrai, hein, c'est assez vrai. Et que donc les femmes doivent comprendre qu'elles ont beaucoup de valeur lorsqu'elles sont jeunes, et tu le décris bien dans ton livre. Et la grande erreur du féminisme, c'est de leur faire croire que leur valeur continue de croître avec le temps, alors qu'en fait, elle ne fait que diminuer après 20-25 ans, on va dire. Alors que l'homme... C'est ce que j'ai appelé le mur, en fait. Exactement. Je l'ai appelé le mur parce qu'elle ne le voit pas venir. Elle refuse de se rendre compte quand elles sont encastrées dedans. Hein. Ouais. Alors, justement, c'est l'histoire de ce qu'on disait tout à l'heure avec les garçons de nettoyage de piscine. Mais alors qu'elles devraient s'occuper de leur mari, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, etc. Et le féminisme leur fait croire qu'elles peuvent dépenser leurs meilleures années, c'est-à-dire les années entre 20, 25 ans, 30 ans, allez, à faire de longues études, à se donner dans une carrière. Et c'est ce que je fais remarquer à la plupart des femmes, les amies de mon épouse, et mon épouse aussi qui travaillent. Bon, nous on a 4 enfants, donc ça va, on a fait le job de ce côté-là, mais on leur fait remarquer en disant, mais tu penses que quand tu vas arrêter de travailler à 60 ans, à 65 ans, et que peut-être tu n'auras pas d'enfant, ou peut-être tu ne seras même pas marié, on ne sait pas, eh bien tu penses que ton entreprise va mettre une statue de toi en bronze devant l'entrée avec une plaque commémorative en disant « Nous remercions Delphine d'avoir travaillé pendant 25 ans chez nous, merci, sans toi nous n'aurions jamais pu faire ce que tu as fait et nous sommes vraiment reconnaissants que tu aies refusé de faire une famille et des enfants et que tu aies gâché et que tu aies négligé tes enfants éventuels et ton mari et pour nous, merci. » Et c'est même pire que ça, parce que moi, ce que je dis souvent aux femmes, du moins celles qui acceptent d'avoir cette conversation, c'est que le leurre, c'est même le leurre de la carrière. Parce que les femmes disent « je me suis consacrée à ma carrière ». Et moi, je leur réponds « t'as pas de carrière, t'as un job ». Quand tu es juriste dans un cabinet à Paris ou à Londres, et les juristes, c'est pas les avocats, ça gagne pas des milliers des cents, je sais plus, c'est quoi le salaire d'un juriste, 30K, 25K, 26K, tu fais ça toute ta vie, c'est pas une carrière, donc non seulement t'as pas fait de gamin, non seulement t'as pas fondé de famille, non seulement t'as donné les plus jeunes années de ta vie à un patron, hein, c'est marrant, t'as pas voulu les donner à un homme, mais tu les as donnés à un autre homme, ton patron. Mais en plus, quand tu finis, t'as rien. Parce que quand tu fais carrière, c'est quand tu fais carrière, t'as monté ta boîte, t'as évolué, à la limite, t'as perdu tout ça, t'as pas de gamin, t'as pas de mari, etc. Mais bon, t'as peut-être 2-3 baraques, t'as investi dans les stock options, les machins, t'as quelque chose pour tes vieux jours. Le pire, c'est que ces meufs-là, ou ces femmes-là, c'est les femmes des petits salaires, qui font la secrétaire, qui font la juriste, qui font la psychologue pendant 40 ans. Et au final, en général, elles se retrouvent avec rien.
En plus, Donc c'est des jobs qu'elles ont, c'est pas des carrières. en plus, je ne sais pas toi, mais je ne connais aucun homme qui est impressionné ou attiré par le statut professionnel d'une nana qu'il a envie de draguer ou avec qui il a envie d'avoir une relation. Non, c'est même le contraire. C'est même le contraire. Et ça, j'en parle dans le livre. C'est que ce qui nous attire chez la femme, c'est notre beauté. C'est ce qu'on n'a pas. C'est la fragilité, c'est la douceur, c'est le besoin d'être protégé. La femme qui arrive avec les gros bras et qui te dit moi je suis la top avocate chez machin et je fais ci et je gagne ça, c'est pas un truc qui va exciter un homme, tu vois. Non. Je préfère plus la fille en galère qui a pas trouvé d'appart ou qui arrive, ça m'est arrivé, hein, et que je dois héberger. Ce sentiment de supériorité, Oui. où tu te dis j'ai aidé une femme dans le besoin, machin, ça, comment dire, ça flatte plus ton ego d'homme et ça crée plus d'attirance. Oui. Que la femme qui se veut supérieure à toi. Non, tout à fait, c'est grisant. Alors, qu'est-ce que tu penses, comme le dit Stéphane Molineux, qui est un youtubeur très connu, qui dit qu'en fait, les femmes devraient passer leurs jeunes années à se focaliser, d'avoir comme job, en fait, de trouver un bon mari, et puis de faire et s'occuper de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient un âge assez grand, et après, éventuellement, si elles en ont envie, d'ailleurs, rien n'empêche... rien ne dit qu'une femme au foyer doit être stupide et ignorante. Elles peuvent lire des livres, elles peuvent suivre des cours sur Internet. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller à l'université. Même l'université devient même un boulet. Moi, j'irais plus loin. Je dirais que femme au foyer, c'est un vrai boulot. Bah, bien sûr que c'est un boulot. On a réussi à nous mettre dans la tête que t'es femme au foyer, mais il faut que tu fasses autre chose. Tu vois, il faut que tu aies un blog, il faut que tu aies un business, il faut que tu aies un machin. Mais femme au foyer, je peux te dire que si tu as 3 gamins, que tu dois bien tenir ta maison, laver les gosses, les soigner quand ils sont malades, faire la cuisine, ranger la maison, si tu as un petit potager, un petit jardin, t'en occuper. Bien sûr. Faire ça bien, c'est un vrai boulot à plein temps. Je sais, j'ai été homme au foyer, donc je vois très bien le boulot que ça représente. Non, oui, comme j'ai dit, j'étais blue pill. Et pour moi, rien que l'idée de culpabiliser les femmes au foyer en les considérant comme des femmes qui font rien et qui pourraient éventuellement faire quelque chose de plus, je trouve que même là, l'idée est fausse. Tu vois, par exemple, quand tu donnes tes gamins à la nounou, eh bien, tu considères ça comme un taf, tu le payes très cher. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, qui travaillent, passent peut-être 30 ou 40% de leur salaire dans la nounou. Ouais. Tu vois, c'est assez marrant, parce que le peu que tu gagnes, tu le mets dans la nounou, tu te demandes même pourquoi elle bosse. Et du coup, le boulot d'un nounou, ben, tu acceptes que c'est un vrai boulot, qu'il faut le rémunérer correctement. Par contre, le boulot de femme au foyer, ben, on dit, bon, les femmes au foyer, quoi, regarde la télé, les séries, tu considères pas ça comme un travail. Ouais. Alors, en fait, effectivement, là, dans ce sens-là, on est d'accord, et le point d'achoppement, le point de différence, c'était celui de dire qu'au fond, tu décris en fait les dragueurs comme étant la drague comme étant une activité de jeune homme, mais finalement stérile, parce que l'homme doit, et ça c'est le point peut-être le plus important de ton livre, un homme doit s'accomplir et être la meilleure version de soi-même, si on veut, pour d'ailleurs attirer les femmes de meilleure qualité à lui. Oui. Et c'est là où le livre s'arrête là, parce que tu as une trentaine d'années, mais c'est que la suite du livre, ce serait, une fois que tu es un homme d'excellente qualité, et que tu attires les femmes de jeunes et belles et de bonne qualité, à ce moment-là, tu peux monter une famille. Du moins, c'est mon approche, ce serait ma philosophie, parce que sans famille, tu parles souvent de legacy, comment dire, d'héritage, mais un homme aussi. Une femme a besoin d'avoir des enfants parce que elles font partie d'elle, parce qu'elle les a portés, c'est charnel. Mais l'homme, il a aussi besoin d'enfants, et quand il ne peut pas avoir d'enfants, généralement, il devient mentor de quelqu'un de plus jeune, mais il a besoin souvent d'enfants parce qu'il veut transmettre à ses enfants quelque chose, un héritage, mais pas seulement financier. C'est une pulsion naturelle, si tu veux. Oui. L'ordre naturel te fera la misère si tu ne transmets pas tes gènes. Tu peux le faire, il y a beaucoup de MGTOW qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui sont convaincus qu'il ne faut pas en avoir, etc. Mais psychologiquement, c'est très très dur parce que tu as tout ton corps qui est en fusion. Si tu veux, tout ce que tu fais dans la vie est annexe. Et la seule vraie fonction que tu as attribuée à la nature, c'est de te reproduire. Tout le reste, la survie, la protection, le boulot, le machin,
ce n'est que le moyen Ouais. qui te servira à transmettre tes gènes. Ouais. Donc, décider de ne pas avoir d'enfant et de s'y tenir, c'est un exercice intellectuel très très dur parce que je sais pas quoi dire, ton corps, ton subconscient, tout dans toi, dans ton être, Ouais. tu es normalement programmé pour transmettre tes gènes. Alors, oui, je t'en prie. Je voulais juste ajouter un truc par rapport au fait de s'accomplir en tant qu'homme. Le plus grand biais philosophique des millennials, la génération. Alors, millennials, je ne sais plus si ça commence en 80 ou en 81. Par là, 85, je crois, mais peu importe. 85. Voilà. Le plus grand biais, c'est de croire que l'homme s'accomplit au travers d'une femme. Tu vois, tu as beaucoup de mecs qui te disent je cherche la bonne, je trouverai la bonne. Je te rassure. Je serai heureux quand je trouverai la bonne. Alors, je te rassure, c'est toutes les générations qui ont précédé aussi. Parce que depuis la nuit des temps, on nous pousse à ça. Ouais. On peut remonter au romantique du 19e siècle. Voilà, en tout cas ça. Le tournant. Oui, tu as raison. Et j'ai même eu dans une conversation, une de mes connaissances, c'était l'ami d'un ami, qui me disait moi je cherche une femme qui me challenge, qui me rend meilleur, etc. Et un mec comme ça est condamné à souffrir parce que le but d'une femme, c'est pas de te challenger ou de te rendre meilleur. Le but d'une femme, c'est juste de te donner des gamins. Elle attend de toi que tu sois au sommet de la pyramide, que tu sois le meilleur, que tu la protèges, voilà. Que tu ailles bosser, que tu sois le plus beau, le plus grand, qui lui donne les meilleurs gènes pour ses gamins, etc. Et la plupart des hommes pensent, parce qu'on est dans une ère de misère sexuelle où de moins en moins d'hommes ont accès au sexe. Tu l'expliques très bien avec la pyramide de l'hypergamie féminine et masculine. Enfin, c'est tout à fait bien expliqué dans le livre. Oui, voilà, 20% des hommes ou même 10% des hommes ont accès à pratiquement toutes les femmes. Alors que le destin d'un homme, c'est d'être fini, de s'accomplir, de voyager, de faire ses expériences. Par exemple, il y a un sujet très très polémique que j'aborde, c'est celui de la prostitution. Alors, je ne sais pas si tu as prévu de l'aborder plus tard, ou si tu ne veux pas l'aborder du tout. Vas-y, moi je n'avais pas prévu, mais vas-y. Bah, voilà. Alors, je sais que les prostituées coûtent beaucoup moins cher que les femmes qu'on épouse, hein, ça c'est sûr. À la base. et c'est moins cher parce que quand tu as fini, tu remballes et tu rentres. Et dans l'accomplissement d'un homme, tu ne peux pas tolérer la misère sexuelle. Et c'est pour ça que je dis, quand j'ai des potes à moi ou quand j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent il y a énormément de mecs en misère sexuelle, c'est incroyable. En Occident, c'est une épidémie. Donc, pas qu'en Occident, hein, parce que tu sais, on a toujours cette image, parce que l'hypergamie, elle existe dans toutes les sociétés. Et moi, pour avoir beaucoup travaillé en Afrique et au Moyen-Orient, je peux t'assurer que c'est pareil. Hein, c'est les hommes de qualité qui, alors, en delà de mariage, hein, à part le mariage. Il y a peut-être que l'Inde qui est une exception avec le système de caste où les femmes ne peuvent pas monter dans les castes. C'est ça, alors il y a ça. Ça, c'est vrai. Les Indiens ont créé ce système. Ça, c'est vrai. Mais dans les pays, par exemple en Afrique, où il n'y a pas beaucoup de pression sociale on va dire à la fidélité et à la non-promiscuité, bah c'est le playboy du village qui couche avec toutes les nanas, hein, c'est clair. Jusqu'à ce qu'il se fasse fracasser la tronche par les autres. Hein. Bon, mais en tout cas, l'instinct, c'est ça. Mais du coup, ce que je leur conseille, c'est pour ça que je leur parle de prostitution, c'est que si tu as un point dans ta vie où tu ne peux plus rien faire parce que cette question de relations sexuelles te hante, ben, la prostitution, ça existe depuis que le monde est monde. Tu vas, tu fais ton truc, c'est réglé et tu passes à autre chose. Tu ne peux pas me dire que tu n'arrives pas à rencontrer de femmes dans ta vie, c'est pour ça que tu n'as pas monté ta boîte, c'est pour ça que tu n'avances pas, c'est pour ça que tu passes ton temps à acheter des coachings en séduction, et c'est pour ça que tu ne peux pas laisser... c'est presque un acte de militantisme. Tu règles ton problème, et s'il faut passer par la prostituée, ben, tant pis, hein, tu as essayé, tu as dragouillé, tu es sorti, tu es machin, tu n'y arrives pas, ou tu es trop timide, ou tu n'es pas assez beau, ou tu as un problème physique, bref, il y a plein de choses qui font que tu n'y arrives pas. Eh bien, tu fais ce que font les hommes depuis des milliers d'années et tu passes à autre chose. Et la prostitution, c'était un détail avant. Tu vois, t'es marin,
t'arrives sur un port, t'as pas baisé depuis 6 mois ou depuis 3 mois, t'as fait la traversée du Pacifique, tu débarques, le premier truc que tu fais, tu vas au pute, quoi. Bien sûr. Et Et, c'était un détail, c'était même pas un sujet. et c'est d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ce sont les femmes qui sont le fer de lance de la lutte contre la prostitution. Ah mais tous les pays féministes interdisent la prostitution. C'est évident, parce que le Ouais, féminisme n'a qu'un seul objectif, c'est de faire la misère aux hommes et de les mettre en esclavage tels des bêtes de somme. Ça, je crois que c'est clair. exactement. L'autre élément intéressant dans l'aspect de la prostitution, c'est que on parle, et je pense que si tu passes dans les grands médias, ce sera pour te critiquer et te traiter d'incel, ce qui n'est pas du tout la Ouais. même chose, peut-être tu vas nous en parler, mais justement, ces hommes, les hommes qui sont extrêmement frustrés du sexe, franchement, mettez de côté 100, 200, 300 euros et allez souffler un Non, coup. Franchement, moi, comme je le ça, comme conseille, hein. ça, tu traverses la frontière, tu vas en Espagne, tu vas en Allemagne, c'est totalement légal, c'est totalement décomplexé. Et ce qui m'a surpris, moi, c'est mon expérience en Allemagne, c'est que quand tu débarques dans une maison close, c'est pas des clochards à l'intérieur. Non, Déjà à non, l'extérieur, tu as des c'est berlines, des des femmes magnifiques, Porsche, bien sûr. des BMW. Et c'est des hommes décents, quoi. Ouais, ouais. C'est beaucoup. Enfin, il y a de tous les âges, mais on va dire que c'est beaucoup vers la quarantaine, 40, 45 ans, un peu plus vieux. Et c'est hyper civilisé, hyper organisé, hyper propre. Parce Bien que sûr. le truc de légaliser la prostitution aussi, c'est ça, c'est que tu donnes un cadre, les femmes sont Oui, protégées, elles sont correctement payées, elles ont un registre de commerce, elles cotisent pour leur santé, pour leur retraite, etc. Donc, légaliser la prostitution, ça règle le problème de la misère sexuelle chez les hommes et ça règle le problème de la précarité chez beaucoup de femmes. J'ai jamais compris pourquoi on s'obstinait à l'interdire. Parce que dans tous les pays où c'est interdit, t'as des macros, t'as de la violence, t'as des ouais. maladies, t'as tous les mal. Alors, j'ai quelques questions un peu, comment dire, assez simples, mais qui peuvent donner à des réponses. Je crois que tu auras des réponses intéressantes. Euh, à ton avis, quelles sont les qualités principales d'une femme? Ou devraient être les qualités principales d'une femme? Pour moi, elles sont essentiellement physiques. C'est reproduction. Instinct maternel, reproduction, les hanches larges, une belle peau, enfin tous les indicateurs de santé, de longs cheveux, et tout ce qu'il faut pour donner la vie dans de bonnes conditions. Voilà. À part ça, je n'attends rien d'autre. Alors, si nous avions posé cette question à une femme et qu'on lui avait demandé quelles sont les qualités d'un homme, on aurait une liste de 300 critères. Ah bah carrément, Ok. carrément. Physique déjà, ça aurait été grand, musclé, les épaules larges, la mâchoire carrée, la symétrie. Alors déjà plein de critères physiques. Et ensuite derrière, le mec qui a son appart, qui a la bagnole, elles donneront peut-être pas de chiffres, mais clairement tu tapes dans les 150 k, quoi. Alors, comme la plupart des gens qui nous écoutent sont des hommes, nous savons que les femmes, sur leurs 400 000 critères qu'elles disent vouloir des hommes, notamment des critères complètement faux comme la gentillesse, la capacité d'écoute, la tendresse, alors qu'en fait, en réalité, elles ne veulent absolument pas ça. Elles s'en foutent complètement. Elles sont... Et là, pour ceux que ça intéresse, il y a tout le chapitre sur l'attirance des femmes et le nombre de mariages qu'il y a eu avec des serial killers dans les prisons. Exactement. C'est un sujet que les féministes n'abordent jamais. Ouais. Alors la question, c'est, vu ton expérience avec la gente féminine, euh, quelles sont les qualités qu'un homme doit avoir pour attirer les femmes? Alors, je Les pense qu'il y vraies a deux qualités, les critères parce vraies. qu'il y a l'homme jeune et il y a l'homme mûr. Je pense que dans la jeunesse, peut-être jusqu'à 27 ans, jusqu'à 26 ans, les critères sont beaucoup physiques. Si tu as la dégaine du rugbyman ou si t'as une gueule d'ange type DiCaprio, machin, forcément tu feras fureur, même si t'es pas très riche. Ça, c'est valable. On va dire que l'hypergamie est essentiellement physique jusqu'à 27 ans. Mais passé cet âge, les femmes basculent en mode mère, procréation, machin. Donc la gueule d'ange,
s'il n'a pas la baraque, s'il n'a pas la voiture, s'il n'a pas les revenus pour lui permettre d'élever ses enfants dans de bonnes conditions, il n'a aucun intérêt. Donc je pense qu'il y a deux étapes dans la vie d'une femme et dans la vie d'un homme. Tu as le moment où tu es jeune et où tes critères sont essentiellement physiques, et la femme te voit comme potentiel. Tu vois, par exemple, si t'as pas un rond, mais que tu es étudiant en médecine, elle va quand même te trouver séduisant parce que dans l'étudiant en médecine, il y a le potentiel du médecin, du chirurgien, du spécialiste, etc. Donc tu as un énorme potentiel, même si à un instant T, t'as pas de thune. On sent pas du tout l'intérêt financier et du confort, hein, on sent pas du tout. Et par contre, c'est pour ça que j'essaie de rassurer beaucoup d'hommes par rapport à ça, c'est que l'âge d'or d'un homme, c'est plutôt vers ses 35-40 ans. C'est là où tu atteins ton plus haut niveau de salaire. C'est presque un équilibre parfait entre le niveau de testostérone qui baisse, mais tu peux encore baiser correctement, tu n'es pas complètement grabataire, et en même temps, tu n'as plus les hormones en fusion comme tu peux les avoir à 20 ans. Donc à 40 ans, et c'est ce que j'explique, tu as une explosion de prix Nobel à peu près à 46 ans. C'est le moment où tes hormones te foutent la paix, t'es encore, surtout si tu t'es entretenu, tu as fait du sport, etc., tu peux avoir un physique très correct, mais en même temps, tu n'as plus les hormones de ta vingtaine qui te faisaient la misère, qui t'empêchaient de réfléchir, qui t'empêchaient de te concentrer, qui te faisaient réveiller avec la gaule tous les matins, et le seul truc que tu as envie de faire, c'est de baiser. C'est normal quand tu es jeune. Et je pense que l'un des avantages de vieillir pour un homme, c'est que, et là où on a peut-être un petit avantage par rapport aux femmes, c'est que leur courbe est en déclin à partir de 27 ans. Voilà, plus tu avances, on va dire que le pic de fertilité, ça doit être à 23, 24 ans. Jusqu'à 27, elles sont encore très jolies, peut-être jusqu'à 30. Mais après, bon, on peut pas faire la nature ne peut plus faire de miracles. Mais pour un homme, si tu t'es entretenu, si tu t'es cultivé, si t'as pensé à ton patrimoine, si tu as bien géré les choses, tu peux être très séduisant, en bonne santé jusqu'à 50 ans très facilement. Et tu peux, à 50 ans, si tu as bien fait les choses, avoir toutes les minettes de 24, de 25, si ça t'intéresse encore. C'est pas le but ultime. Mais c'est un peu, on va dire que la vie sur le long terme, c'est un jeu très long. C'est pour ça que c'est important pour un homme de s'entretenir, de se cultiver, de travailler sur lui-même. Et de pas gâcher les meilleures années de sa vie à draguer, à courir après les meufs. L'idéal, c'est de faire les deux si tu peux. Ouais. En tout cas, le seul point positif que je trouve dans la drague de rue, et l'équivalent qu'il y a aujourd'hui, parce que bon, ça a changé évidemment, c'est d'apprendre à avoir une certaine aisance et une confiance en soi. Mais c'est clair que la finalité de mettre une femme dans son lit, si ensuite la finalité c'est une relation, c'est exactement la mauvaise manière de s'y prendre, parce que la nana elle va se rendre compte de qui t'es vraiment après quelques jours. Donc elle va se rendre compte que c'était une façade et que donc si c'est juste pour acquérir de l'expérience quand tu es jeune, c'est très bien et de l'aisance et de gagner du temps, pourquoi pas. Mais si en revanche tu penses que tu vas trouver la femme de ta vie en faisant dragueur de rue, je pense que tu te mets, enfin, tu le dis dans ton livre, tu te mets vraiment le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule, hein, parce que. Complètement, et surtout, c'est ce que peu de gens disent, c'est que la drague de rue, c'est très très addictif. Parce que tu le fais une fois, deux fois, ça te donne un rush d'adrénaline incroyable. Ah ouais. Tu parles, parce que parler à un étranger, c'est sortir de ta zone de confort. Tu vois, il y a 10 000 ans, tu parles pas à un étranger, parce que le mec, il peut te sortir un sabre, une hache et te décapiter. Donc, naturellement, on n'est pas enclin à parler à des étrangers. C'est pour ça que quand tu parles à quelqu'un que tu connais pas, même si on est dans une ville, dans un environnement sûr, personne ne va sortir une hache, sauf si vraiment t'as pas de bol. mais, Ou de nos jours, hein, ouais, de nos jours, c'est le couteau. Ouais, tu vois, ça peut arriver. Surtout en Angleterre, le couteau. Ouais, en Angleterre, je suis assez d'accord. Je contredirais pas la chose. Mais a priori, en Suisse, par exemple, t'as très peu de chances de te faire massacrer en abordant quelqu'un dans la rue. C'est sûr. Et pourtant, t'as le cœur qui bat à 100 à l'heure quand tu vas parler à quelqu'un que tu connais pas. C'est un conditionnement. Mais ce truc-là, il est hyper addictif parce que tu le fais une fois,
Et tu réalises que ça marche, tu vois, t'as parlé à une meuf, t'es allé prendre un café avec elle, quelqu'un que tu connais pas, et tu dis waouh, c'est incroyable, je peux sortir dans la rue et finir dans un lit avec une meuf. Et t'as constamment envie de le refaire, sauf que t'es jamais rassasié, t'as toujours la dalle, parce qu'au final, ce que tu cherches, c'est même plus l'acte sexuel, c'est l'adrénaline du moment où tu l'embarques. Ouais. On voit des gens comme Rouge V qui aujourd'hui, en tout cas le disent, d'avoir complètement arrêté leur activité et de revenir. D'ailleurs, certains reviennent à la religion carrément pour se calmer, pour se donner un cadre et une structure, car on le dira, moi qui suis athée, je dois le constater, c'est que les religions, aussi farfelues qu'elles soient, elles ont un immense avantage, c'est qu'elles donnent un cadre à tout ce qui permet la reproduction, donc la famille. Elles Ouais. cadrent les rencontres, les mariages et les Bah, séparations. moi, je suis athée comme toi, mais je dis toujours que pour que quelque chose dure 3000 ans, les gens ont dû y trouver un Ça sens. y est, maintenant ils vont dire ah il est juif parce qu'il a dit 3000 ans. T'aurais dit 2000 ans, Bah, ils auraient dit les cathos. religion, bah, si tu veux, les gens croient à chaque fois qu'ils réinventent l'eau chaude. Pour moi, le christianisme, c'est plutôt le judaïsme, c'est Windows 98, le christianisme, c'est Windows 2001, et l'islam, c'est Windows XP ou Windows 10. C'est la même version d'un même logiciel. Je Ouais, comprends en tout pas, cas je en comprends. Occident, Tu vois? on a une famille de trucs un peu bras cassés qui se suivent. Je suis pas sûr que c'est une amélioration de l'un à l'autre, mais enfin bref. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais Oui, pas c'est me, bah, voilà, quoi qu'il alors, en soit, je vais pas mais t'apporter des ennuis. si tu veux, si tu veux, les gens pensent que c'est différent, mais quand tu y penses, tout tient dans un Mais bien carré sûr, de 500 kilomètres. oui, oui. Tu fais un point sur Jérusalem, Voilà, ça aurait été très un bien qu'il point sur. reste, ça aurait été très bien qu'il reste dans ces années. Cela dit, je tiens à dire Bah que oui, bah, je disais jésuite à juif, mais l'oriental, hein. on est bien d'accord, ce n'est pas du tout une insulte, il n'y a aucun problème. Cela Mais, dit, oui, et puis autre chose, ben, Jésus est un oriental, hein. Il y en a beaucoup qui ont intégré que le christianisme est une religion européenne, mais il y a eu des coptes et des chrétiens en Syrie et en bien sûr. Égypte bien avant et en Turquie, D'ailleurs, toutes ces religions bien avant qu'il y en ait en France. gèrent très très bien les femmes. Qui ça? Toutes ces religions gèrent très très bien les femmes à Ah ben l'origine. oui, bah ils ont compris. N'importe quelle religion, elle voile les femmes, Quand sans distinction. quand tu lis dans le Coran que la parole d'une femme dans un tribunal vaut la moitié de celle qu'un homme, je ne ferai pas de commentaire, mais je n'en pense pas moins. Bah, il y a autre chose aussi, hein. Il y a l'héritage, où je crois la femme a la moitié du droit d'un homme. Enfin, il y a plein de choses comme ça, hein. Ouais. Disons que ça la motive à être très 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 serviable. Bah, je pense qu'ils ont testé Bah ouais, avant bien sûr. l'islam, la liberté, et ils ont vu ce que ça a donné. Puis ils se sont dit, ben, pour qu'une société demeure équilibrée, il faut un homme, une femme, et il faut punir dès qu'on sort de ce cercle-là. D'ailleurs, si on a pu avoir des civilisations prospères et si on a pu avoir des hommes qui ont construit des bâtiments et des temples, c'est qu'on a donné à ces hommes accès au sexe, à la Ouais, reproduction et à la famille, par la monogamie. accès qu'ils n'auraient jamais eu sans la religion. Parce que le christianisme ou le judaïsme ou l'islam, un homme, une femme, enfin, quoi que l'islam, je crois que c'est un homme, quatre femmes, Ouais. C'est pour ils ça que sont un c'est peu plus plus généreux. agressif. Ils sont un peu plus généreux. Mais du coup, tu fais quoi quand tu imposes un homme, une femme, quand tu dis que chaque homme ne peut avoir qu'une seule femme? Eh bien, tu bloques l'hypergamie. Tu fais que Exactement. les hommes au sommet de la pyramide ne peuvent plus se taper toutes les femmes. Ouais. Et tu équilibres une société en donnant à tous les hommes la possibilité de fonder une famille et de se reproduire. Je suis tout à fait d'accord et c'est ce qui, Par contre, d'une manière ou d'une autre, va revenir. et c'est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Parce que les 2 millions d'années d'avant, la monogamie, c'est un mythe. Oui, bien sûr. Tu chopes qui tu peux dans la savane, le plus fort, elle est accroupie à choper des fruits, des fruits par terre, c'est le plus fort qui passe derrière, et voilà comment ça se reproduit, quoi. Bon, il y a plusieurs théories là-dessus, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu avais les femmes que tu pouvais capturer de chez les ennemis, ça c'est certain, et puis dans ta tribu, tu avais certainement des alliances qui se faisaient et qui duraient parce que tu avais intérêt à ce que ça marche et que ça dure pour les enfants, et puis tu le sais très pas, peut-être tu ne le sais pas encore, mais
tu verras que si tu es en couple avec une femme qui est enceinte, ton taux de testostérone descend de manière massive pendant 2 ou 3 ans. Oui, ça je le sais. Voilà. Et je crois que sans aller jusqu'à ce qu'elle soit enceinte, je pense que le fait d'être en couple baisse ton niveau de testostérone. Ouais, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Et Mais donc, c'est cool, dès que tu te poses avec une meuf, t'as le petit bide. Hein. Dès que tu restes plus de 6 mois, tu commences à avoir. je confirme, avec 4 enfants, je confirme. Cela dit, il y a une troisième vie de l'homme que tu ne mentionnes pas encore. Il y a donc, tu dis, la jeunesse, la phase mature lorsqu'il se marie, puis il y a une autre phase qui est probablement la plus joyeuse, c'est le moment où l'homme, s'il a de la chance, c'est le moment où il est veuf. Mais c'est une autre histoire. Ouais, ça, voilà, ça, pour le coup, j'ai zéro expérience en la matière. Alors, on plaisante, mais en fait, ce sont des sujets très sérieux, hein, comme la religion. En fait, on a un peu rigolé, mais la réalité, c'est que ce sont des sujets sérieux. Et en réalité, moi, souvent, les gens pensent que je me moque, mais en fait, j'en fais l'éloge. Je fais l'éloge des religions en donnant l'impression que je me moque. J'ai 3 questions encore pour terminer. Alors, la première question, c'est... Oui, vas-y. Je peux t'interrompre. Vas-y. Juste sur la question des hommes au vieil âge, quoi, le troisième âge, je trouve justement qu'on les fait pas assez parler et qu'on leur demande pas ce qu'ils pensent. Parce que je pense qu'un mec qui est proche de la mort va forcément être le mec le plus honnête sur Terre. Parce que quand t'es vieux, t'as plus rien à perdre. C'est possible. Et je pense que s'il y avait des mecs à qui on pouvait dire de répondre honnêtement à qu'est-ce que tu penses de ton mariage, qu'est-ce que tu penses de tes enfants, qu'est-ce que tu aurais fait différemment, je pense avoir une collection de témoignages comme ça pourrait vraiment te donner une idée sur ce que les hommes regrettent, ce qu'ils auraient fait Et je pense que les réponses ne seraient pas les mêmes si la réponse se fait en présence de son épouse ou sans la présence. Ah oui, alors faut pas qu'elle soit là, qu'elle soit anonyme, et ça serait que des audios par exemple. Tu vois, je pense que ce serait brutal. Ce serait extrêmement brutal. Ça serait excellent. Parce que comme je te l'ai dit avant de démarrer, moi j'ai une thèse. Ma thèse, c'est que la raison principale, alors je sais que factuellement c'est à cause de la pénibilité des travaux des hommes, mais la cause, à mon avis, la cause principale de la mortalité, de l'espérance de vie plus basse de l'homme par rapport à la femme, c'est le mariage. C'est que je pense que l'homme, il en a tellement plein de cul au bout d'un moment d'être marié qu'il veut mourir. Mais c'est une théorie, il faudrait que je la teste, il faudrait que j'étudie la chose. Alors, ce qui a été testé et étudié, c'est le rapport de la longévité à la retraite. Il y a une quantité de morts, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais c'est un truc que je pourrais retrouver, assez impressionnante, une quantité de morts assez impressionnante juste après la retraite. Les hommes qui s'arrêtent de travailler à 60, 63, 60, 65 ans, ils font, beaucoup d'entre eux, et je peux en parler parce que mon père l'a fait, il a fait une dépression. Il est passé tout de suite, ou il est passé en très peu de temps, d'une vie très riche, très active, très intéressante, avec plein de choses à faire dans la vie. Il est passé à rien. À rien, c'était lui à la maison, en train de regarder la télé, en train de regarder les murs. Et en fait, il a fait toute une série de maladies. À un moment, je pensais qu'il allait y passer, mais je touche du bois, il est toujours là. Et en gros, je suis allé voir son médecin, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, il a jamais eu de problème dans sa vie, il a toujours été en bonne santé, c'est quoi ce délire? Et il fait, c'est pas oublier les maladies, oublier tout ça, c'est des knock-on effects, c'est comme des effets secondaires. Tout à fait. La vraie raison, c'est qu'il a fait une dépression, il a arrêté de bosser. Et un homme qui arrête de travailler, c'est un homme qui il sait plus ce qu'il vaut dans la société, parce que travailler, ça te donne de la valeur, les gens t'appellent, les gens te remercient quand tu fais quelque chose de bien, tu te sens vivant, tu te sens vibrer. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens qui travaillent depuis chez eux ont du mal à le faire, parce que on peut critiquer le travail, l'esclavage moderne, etc., mais le fait d'aller quelque part, d'avoir des collègues, de prendre le café avec eux, de leur parler, etc., quelque part, ça contribue à équilibrer l'animal social que tu es. Tout à fait. Alors, et donc, je ne sais pas s'il y a le même rapport avec le mariage, mais je sais qu'avec le travail, beaucoup de dépression et beaucoup de décès après, dans les quelques années qui suivent la retraite. Non, mais c'est-à-dire que je pense que peut-être tu écriras un autre livre plus tard, mais clairement dans le mariage, il y a un effet où si tu ne fais pas attention en tant qu'homme, si tu te relâches un petit peu parce que tu dis, bon, tu sais, nous, les hommes sont souvent... ils fonctionnent par tâches. Ok, mon objectif c'est de me marier, c'est bon, c'est fait.
Et puis ensuite, tu passes à autre chose, tu réfléchis à ton boulot, et tu oublies qu'il faut rester l'homme que ta femme a envie de vouloir. Et souvent, tu te relâches un peu, et tu prêtes le flanc à toutes sortes de shit tests constants, et d'où le fait que beaucoup de retours d'hommes mariés te disent que leur femme leur casse les couilles sans arrêt. Et en fait, c'est parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as lâché plein de petits trucs sur des années et des années et des années, et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, ta femme te respecte plus, et elle te traite comme un gosse, alors que toi, tu peux être très bien le patron d'une entreprise, tu peux continuer à avoir du succès dans le monde professionnel, mais dès que tu rentres chez toi, elle te traite comme un moins que rien, et elle te méprise, et toi, tu n'arrives plus, et c'est très difficile de reprendre la main, et tu déprimes, donc j'ai une longue théorie là-dessus. Oui, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est déjà trop tard, parce que, comme tu le dis, elle, les shit tests un peu subtils, elle commence à te les faire très très tôt. Ah ouais. Et quand tu les découvres, en général, où elle a déjà pris sa décision, et elle va divorcer. Ouais. En gros, il est presque trop tard quand tu le découvres. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on est des binaires. Hein, quand tu es un homme et que tu as une famille à nourrir et que tu as une boîte à faire tourner, c'est vrai que et puis, les états d'âme de ta petite femme. Effectivement, et c'est plus facile de céder, souvent, c'est plus facile de céder, de dire oui, bon, d'accord, t'as raison, plutôt que de dire ta gueule, va me chercher un whisky et viens me sucer. Des fois, c'est ce qu'elle attend. Et en fait, elle veut limite que tu lui foutes une claque, quoi. C'est gentil, hein, pas une grosse torgnole, mais elle veut limite une petite fessée, une petite claque, et que tu lui dises bon, écoute, ta gueule, et va me chercher un whisky et viens me sucer. Et en fait, ça pourrait la rassurer. Mais je t'assure, je suis bien sûr, bien sûr. Alors, les trois questions qui me restent. Alors, puisque tu parlais de ta famille en pense quoi de ton état d'esprit, de ta philosophie? Ta famille, donc tes parents, tes frères et sœurs, si tu en as. En gros, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que la raison pour laquelle je te pose la question, c'est parce que nous avons une pression sociale terrible pour que l'homme, en fait, ne soit tout sauf un mictar. Ouais. Bah, dans une certaine mesure, ma mère, forcément, aimerait que j'ai des enfants, une famille, c'est normal. Hein. De temps en temps, elle me fait le petit rappel, faudrait peut-être que tu y penses, etc. Ce qui est une réaction assez saine. Mais je vais dire que j'ai un peu de chance parce que d'un autre côté, elle comprend ma réaction, mon fonctionnement. D'accord. Parce qu'elle voit les femmes évoluer, elle voit autour d'elle, elle voit ce qui se passe, elle voit les divorces. Il y a mon oncle qui a eu un divorce terrible, donc mon oncle maternel, le frère de ma mère, qui a eu un divorce. Il s'est retrouvé en slip. On va dire en partie à cause. Il est en partie responsable parce que pour des raisons fiscales, machin, il a mis beaucoup de biens, une partie d'entreprise au nom de sa femme directement. Ah ouais. Et il s'est dit, c'est la mère de mes enfants, elle ne fera jamais de coup tordu. Puis un soir, elle l'a convoqué et elle lui a dit que c'était terminé. Et il a réussi miraculeusement à sauver sa maison principale et une partie de sa boîte. Mais ça s'est très très mal fini et c'est pas encore fini. Donc, quelque part, elle comprend la crainte d'un homme aujourd'hui qui a peur de s'associer à une femme. Je pense que toute femme honnête, raisonnable, qui n'est pas dans le délire féministe, qui vieillit aussi, parce qu'en général, les femmes deviennent de plus en plus elles approchent la ménopause, plus elles sont raisonnables. Parce que quand tu es jeune, c'est facile d'être féministe quand tu es jeune. Tu vois, tu sors dans la rue, les pancartes, mon corps, mon choix, mon machin, mon truc. Ouais. Mais quand tu vieillis et que tu n'as pas de gamin et que les hommes ne te regardent plus, c'est plus facile de redevenir raisonnable. Et je pense qu'il y a pas mal de femmes, sans dire, qui sont d'accord avec ça. Que le changement des mœurs, que Tinder, les sites de rencontres, les maladies, parce que les femmes sont aussi en partie responsables de la propagation des MST. C'est incroyable. T'as des femmes, c'est des nids à MST. Parce que comme il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus de contrôle, comme je le disais, dans un village de 150 personnes, tu fais gaffe à tes fréquentations. Dans une ville comme Londres, le grand Londres, c'est 12 millions de personnes. Qui va savoir ce que tu as fait, quoi. C'est vrai que la nana super chaude que tu rencontres dans une boîte de nuit, tu peux croire que
elle est chaude juste parce que c'est toi. Tandis qu'en fait, ce que tu Bah sais non, pas, c'est que les bah 200 non. personnes qui Là, sont passées avant, c'était pareil. exactement. Si elle rentre avec toi très très vite, c'est qu'elle rentre avec tout le monde très très vite. Et oui. T'es pas une exception. Et c'est pour ça qu'en général, une fille qui fait beaucoup de résistance, c'est peut-être un point positif parce que tu dis qu'elle n'a pas été culbutée facilement par la moitié de la Bible. Ouais. Donc oui, mes parents, ils voient tout ça aussi et ils comprennent que un homme mal averti qui gère mal ses affaires et qui s'associe à la mauvaise femme, ça peut aussi très mal finir. Donc, je veux dire ils sont mitigés, c'est du 50-50. Ils veulent devenir grands-parents, c'est normal, mais en même temps, ils comprennent ma réticence. Alors, je dois avouer que c'est vrai qu'avoir des enfants, c'est juste extraordinaire, hein, par ça. Alors, mieux vaut les avoir dans des bonnes conditions, d'abord financières et de confort, mais aussi avec évidemment une mère donc de tes enfants qui est d'abord la même pour tous les enfants que tu as, et en plus euh, qui est une bonne mère, etc. Mais c'est effectivement, malgré les défauts de la femme mariée, qui sont les défauts de la plupart des femmes, hein, tu as quand même une joie incroyable d'avoir des enfants. Donc ça, en tant que père, moi, je ne peux que te conseiller d'avoir cet objectif en plus des autres dans ta vie. Alors mes deux autres questions, elles sont les mêmes, mais si tu rencontrais, alors si ce livre était lu par des adolescents, par des jeunes hommes et des et des jeunes filles entre 12 et 16-17 ans, et que tu les rencontrais, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil aux jeunes hommes et aux jeunes filles? Je commence par les jeunes hommes. Comme tu veux. Les jeunes hommes, je leur dirais exactement ce que j'ai dit un peu avant, c'est que la vie d'un homme, ça se joue sur le long terme. Ça se finit pas à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans. Faut qu'ils prennent conscience qu'ils vont atteindre leur légende ou leur apogée à 50 ans, que leur travail ou leur but ultime, c'est d'évoluer jusqu'à atteindre leur légende. C'est ça leur but. Donc, étant jeunes, faut qu'ils voyagent, faut qu'ils se cultivent, faut qu'ils apprennent, faut qu'ils testent plein de choses parce que on peut pas faire confiance au système éducatif pour te dire ce que tu dois faire. Les conseillers d'orientation sont les personnes les plus débiles que j'ai rencontrées sur Terre. Tu vois, moi, mon conseiller d'orientation m'avait conseillé de choisir un truc libéral. C'est pour ça qu'il m'avait dit oui, pense aux métiers libéraux, médecine, architecture, etc. Et moi, j'ai toujours voulu faire des maths. J'ai toujours été passionné par les maths. Sauf que ces gens-là qui ne sont pas formés, qui sont des fonctionnaires, qui ne savent absolument rien, ne savent pas quels sont les réels débouchés des maths. Donc pour eux, les maths, c'était tu vas finir prof de maths. Et si on m'avait dit plutôt que les maths, c'est l'intelligence artificielle, c'est la finance, aujourd'hui, le métier le mieux payé à Londres, c'est quant. Le quant, c'est les analystes dans les banques, c'est même pas les traders. Les quants, c'est les analystes qui font de l'analyse de risque pour les assurances, pour les banques. Et ces mecs-là, il y a pas plus cher. Si tu cherches quel est l'homme qui coûte le plus cher à Londres, ben tu vas prendre le top des quants et c'est le salaire le plus élevé. Bien sûr. Et ça ouvre tellement de portes les maths que moi j'aurais fait ça les yeux fermés. Sauf que je fais partie d'une génération où ni dans ma famille, ni chez les conseillers d'orientation, ni chez les profs, il y avait cette vision de ce que les maths pouvaient faire. Et donc c'est pour ça que je conseillerais aux jeunes de tenter des choses, y compris les métiers manuels. Peut-être que tu vas réaliser que ton bonheur, c'est pas l'université, c'est pas les études, c'est faire de la peinture, c'est travailler le bois, on a tous des types d'intelligence différentes. Tu as des gens qui vont être heureux dans le métier manuel, qui vont être heureux à l'extérieur et qui vont être misérables et tristes comme c'est pas possible face à un écran. Et tu as des gens qui sont capables de coder pendant des heures et les mecs ils jubilent. Tu vois, toi tu fais une dépression et lui il a un orgasme à chaque fois qu'il finit son code. Il y a des natures et des intelligences différentes qui font que tu ne peux le découvrir qu'en testant. Donc c'est ce que je conseillerais, quoi. Teste, voyage, essaye, fais des erreurs, casse-toi la gueule. Tu peux faire des erreurs jusqu'à 30 ans, tu pourras toujours te refaire. Ouais. Sauf que plus tu vieillis, moins tu peux en faire. Si tu veux, l'erreur à 20 ans ne te coûte rien, l'erreur à 30 ans
te coûte un peu, l'erreur à 40 ans te coûte très cher, Ouais. l'erreur à 50 ans, tu te refais plus. Ouais. Tu perds ta baraque à 50 ans, c'est fini, tu te refais plus. Donc c'est un peu ça que je dirais aux hommes. Et aux femmes, il y a un truc qui... Je pense qu'il y a un truc à enseigner, c'est... J'avais lu un truc il n'y a pas très longtemps concernant le microchimérisme. C'est la capacité des spermatozoïdes à rester indéfiniment dans le corps des femmes et à atteindre le cerveau. Et ça, c'est quelque chose de vrai, hein. Il y a des études sérieuses qui ont été faites, hein. Ceux qui veulent savoir un peu plus, j'avais fait un podcast sur Patreon concernant le microchimérisme. J'avais appelé ça du sperme dans la tête, je crois, un truc comme ça. Et ils ont disséqué des cerveaux et ils ont trouvé chez des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas eu de compagnons, donc des cerveaux de femmes décédées, hein, qui n'ont pas eu de compagnons, de l'ADN mâle dans le cerveau. Et ça, normalement, tu ne peux l'avoir que si tu as enfanté, parce qu'une femme garde des traces de l'ADN de son fils ou de sa fille, enfin de son gamin dans son corps, et garde des traces de tout le sperme qu'elle a reçu dans son corps. Oh la vache. Si c'est vrai, j'en connais alors, qui... Putain, il y a foule dans leur cerveau. Alors, ça s'appelle le microchimérisme. Et le microchimérisme, toutes les théories du féminisme qui dit aux femmes baiser est un acte anodin s'effondrent. Baiser n'est pas un acte anodin. Chaque homme avec qui elles auront couché laissera une partie de lui-même. Alors, il y a les anciens qui pensaient que c'était spirituel. Pourquoi, on se demande, pourquoi, encore une fois, on va croire que je suis plutôt du côté judaïque, mais j'allais encore dire depuis 3000 ans. Pourquoi, depuis 3000 ans, on sacralise la virginité? Ouais. Pourquoi tu te dis, mais c'est pas possible, ils peuvent pas être cons tous depuis 3000 ans. En 3000 ans, il n'y en a aucun qui dit, ça suffit, faut ouvrir les vannes. Je me dis qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un à un moment qui a compris que plus une femme avait de partenaires, plus elle baisait et plus elle était endommagée. Et d'ailleurs, il y a des statistiques, une corrélation entre la réussite du mariage d'une femme et le nombre de partenaires qu'elle a eu. Ça, c'est vrai. Et donc, moins elle a eu de partenaires, plus le mariage dure. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a eu 100 mecs avant toi, 100 mecs, c'est pas traumatisant. Dans des villes comme Paris, comme Londres, 100 mecs, je pense qu'il y a des femmes qui ont... Non, j'en connais. Et quand elle te connaît, une fois qu'elle a connu 100 mecs, à chaque fois qu'elle couchera avec toi, elle te comparera aux 100 mecs d'avant. C'est clair. Tu seras... Donc, si tu as la chance d'être super performant, bien membré, machin, etc., et que tu pulvérises tous les autres 100, ben, tant mieux pour toi, tu vois, elle n'aura pas de regret en se disant ah ouais, Giovanni, il était mieux quand même. Ah ouais, Eric, Marc, machin, ils étaient un peu plus, tu vois. Elle n'aura pas tout ça constamment en tête. Ouais. Alors que aujourd'hui, les femmes qui se marient, au moment où tu lui passes la bague au doigt, la meuf, elle a 250 000 km au compteur. C'est même pas une voiture d'occasion. Ouais. Ah non, mais et les mecs, ils sont là avec leurs alliances, ils sont tout contents, machin. Mec, t'as acheté une occasion, mais t'es même pas au courant, quoi. Si un jour elle te révèle ce qu'elle a fait, tu vois, le soir où elle te dit, c'est bizarre parce qu'avec son mari, elle va dire, oui, j'ai une migraine, je peux pas coucher ce soir, machin, chérie, je suis pas bien, etc. Par contre, les tournantes dans les caves, ça, il n'y a pas de problème. Non, mais alors le pire, c'est la nana. Alors, j'ai entendu une histoire de nana qui disent à leur mec, tu sais, maintenant je suis quelqu'un de sage, mais tu sais, avant, j'étais la monstre salope, j'étais bi, j'ai fait de l'échangisme, j'ai fait des gangbangs, j'ai fait des trucs, mais enfin j'ai trouvé quelqu'un comme toi avec qui je peux enfin être sage. Putain, c'est super déprimant pour le mec. Mais dans ce cas, la meuf aura au moins le mérite d'avoir dit la vérité. Ouais, c'est déjà pas mal. Le con dans l'histoire, c'est le mec connaissant tout ça qui lui passe une bague au doigt. Ah ouais. Et tu as passé ta vie à rencontrer ses ex au supermarché, quoi. Et il va rationaliser en disant, mais c'est l'amour. Ouais. Bref. Moi, je pense que... Donc ton conseil pour les filles, c'est plutôt d'être assez traditionnel, en fait. Ou d'être traditionnel, ou si elles ne veulent pas l'être, d'être consciente que l'acte sexuel n'est pas anodin. Dans chaque acte, avec chaque partenaire, elles laissent un peu de leur identité. Et je suis bien d'accord.
Et je pense que ça va à contre-courant de l'idéologie féministe, mon corps, mon choix, mon machin, je fais ce que je veux, et il n'y a aucune incidence sur les rapports multiples, il n'y a aucune incidence sur la pilule, il n'y a aucune incidence sur l'avortement. Dire qu'il n'y a pas d'incidence sur l'avortement, je suis désolé, on te fout une seringue dans le vagin, on aspire un fœtus, ça, je crois que c'est la méthode Karman, Ouais, le ouais. truc le plus courant dans l'avortement. Me dire que ça laisse pas de traumatisme chez une femme, j'y crois pas une seconde. Ah ouais, c'est clair. Et je pense que le meilleur conseil qu'on pourra leur donner, c'est faites ce que vous voulez, mais on vous prévient, dans chacun de ces actes, vous laisserez un peu de votre âme. Et si t'en fais trop, ben, à la fin, t'as plus d'âme. Merci, bah, très bien. Bah, alors je rappelle le livre qui s'appelle MGTOW, la Bible de l'Observateur, que vous trouvez sur Amazon. Je mettrai le lien ci-dessous. Livre que je vous conseille, il est vraiment très bien. Voilà, après, on aimerait aller plus loin. On attend le tome 2 sur le mariage et les enfants, mais c'est très intéressant. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est un livre qui m'a plu et donc c'est avec plaisir qu'on en a parlé, peut-être une prochaine. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, bien il sera réimprimé en février, que j'ai écrit un livre sur les femmes. Alors j'étais encore un peu blue pill à cette époque, mais qui s'appelle Femmes au bord de la crise. C'est un truc qui va apparaître. Non, il est sorti en 2014. Simplement, tous mes livres sont en rupture de stock en ce moment. On attend qu'ils soient réimprimés en février. Ça traîne, mais ça arrivera bientôt, puisqu'on a eu un souci d'éditeur. Bref, il est mort physiquement. Et donc, en France, c'est le bordel, parce que c'est un pays très lent, et bon, tu connais quoi. Et donc tous ces livres sont intéressants, donc je vous conseille la Bible de l'Observateur, et puis je mettrai aussi le lien du site de la chaîne YouTube, qui est très, très sympa. Merci beaucoup. Et juste pour parler un peu de ton livre aussi, il est disponible sur quelle plateforme? C'est Amazon ou sur En librairie ou Amazon, mais ce sera seulement en février parce que là, pour l'instant. En revanche, toi, tu peux le trouver en anglais. Il est disponible en anglais. Ça, il est encore disponible en anglais sans problème. D'accord. Et le titre en anglais? C'est Women on the Verge of Societal Breakdown. C'est un tout petit peu plus mouthful en anglais, mais c'est le même livre. Ouais, j'aime bien le titre. Je pense que tu vas aimer. En tout cas, je te remercie. Reste en ligne. Je vais arrêter l'enregistrement et puis à très bientôt. Merci à toi.